J'ai 34 ans et je m'appelle Esha. Quand les gens me regardent, ils voient une femme qui a travaillé dur et accompli tant de choses. J'ai un bon travail, ma propre maison et le genre de vie que beaucoup diraient de réussite. Mais au fond, mon cœur est vide. Vous voyez, alors que j'étais occupée à gravir les échelons du succès, il y a une partie de ma vie qui a toujours ressemblé à un puzzle avec une pièce manquante, l'amour. Je n'ai jamais été en couple, pas une seule fois. C'est étrange, n'est-ce pas? La plupart des gens de mon âge ont des histoires d'amour, de chagrin et de romance. Ils parlent de leur premier coup de cœur ou de cette personne qui a fait battre leur cœur, mais pour moi, il n'y a rien. Pas d'appel nocturne, pas de fleurs le jour de la Saint-Valentin, personne à qui appeler le mien. Je me demandais si quelque chose n'allait pas chez moi. Étais-je trop concentrée sur ma carrière, trop timide, trop peur pour tenter ma chance? Au fil des années, j'ai vu des amis tomber amoureux, se marier et fonder une famille, et même si je suis vraiment heureuse pour eux, une partie de moi demande toujours, pourquoi pas moi? Ce n'est pas comme si je n'avais jamais essayé. J'ai eu quelques rendez-vous, mais ils me semblaient toujours gênants, comme si je n'avais pas ma place. Peut-être que j'étais trop pointilleuse, ou peut-être que je n'avais tout simplement pas rencontré la bonne personne. Quelle que soit la raison, les années ont passé et me voici désormais âgée de 34 ans, toujours en attente de ma propre histoire d'amour. Quand je suis assise seule dans ma maison tranquille, je pense parfois à quel point ma vie aurait pu être différente, si seulement quelqu'un était resté, si seulement j'avais ouvert un peu plus mon cœur. Mais les regrets ne changeront pas le passé, et maintenant, alors que je regarde vers l'avenir, je ne peux m'empêcher de me demander, puis-je encore avoir la vie dont j'ai toujours rêvé, même si l'amour n'est pas venu vers moi? Est-il trop tard pour trouver le bonheur sous une forme différente? Pourtant, quelle que soit la manière dont j'essaie de l'expliquer, la réalité reste la même, me voici, la trentaine, sans partenaire ni enfant. Parfois, j'en ressens le poids qui pèse sur moi, surtout quand je vois mes amis publier en ligne des photos de leur famille, fêtes d'anniversaire, petits pieds qui courent partout. Ces moments me font réfléchir. L'idée d'avoir un bébé me vient beaucoup à l'esprit ces derniers temps. Ce n'est pas seulement une idée passagère, c'est quelque chose que je porte dans mon cœur depuis aussi longtemps que je me souviens. J'ai toujours rêvé d'être mère. J'imagine tenir une petite main, la douceur de leurs doigts s'enroulant autour des miens comme s'ils savaient qu'ils étaient en sécurité avec moi. J'imagine entendre ce premier douloureux rire, celui qui illumine une pièce et dissipe toutes les inquiétudes. J'imagine regarder un enfant grandir, voir ses petites bizarreries et sa personnalité s'épanouir, qu'il soit calme et curieux ou bruyant et aventureux. Faire partie de ce voyage, guider quelqu'un dans sa recherche de son chemin dans le monde, me semble être la chose la plus significative que je puisse jamais faire. Mais chaque fois que le rêve prend vie dans mon esprit, une question persiste, comment puis-je faire cela sans mari? La société donne l'impression qu'il y a un ordre fixe dans les choses, d'abord, on rencontre quelqu'un, on tombe amoureux, on se marie, puis on a des enfants. C'est comme ça que c'est censé être, non? Pourtant, me voici sans partenaire en vue et le désir d'avoir un enfant ne fait que se renforcer. Est-ce mal de vouloir autant cela? Puis-je vraiment franchir cette étape par moi-même? L'idée est à la fois passionnante et terrifiante. Je sais que ce ne serait pas facile. Élever un enfant en tant que mère célibataire comporte ses propres défis financiers, émotionnels et sociaux. Mais l'argent n'est pas un problème pour moi, je suis assez riche à mon titre. Ma famille m'a toujours soutenue et pour cela, je leur en suis reconnaissante. Ils m'ont encouragée à chaque réalisation et ont été là dans mes moments les plus difficiles. Mais dernièrement, je sens leur inquiétude grandir. Ce n'est pas quelque chose qu'ils disent tout le temps, mais cela persiste dans leurs mots, dans leurs regards et dans le ton de nos conversations. Ma mère, surtout, ne s'en cache plus. Elle a toujours été le genre de femme qui dit ce qu'elle pense, et quand il s'agit de ma vie, elle se retient encore moins. Esha, tu ne rajeunis pas, dit-elle presque à chaque fois que nous parlons. Sa voix est douce mais ferme, un mélange d'amour et d'inquiétude impossible à ignorer. Quand vas-tu t'installer et me donner des petits-enfants, demande-t-elle, ses yeux cherchant dans les miens une réponse que je n'ai pas. C'est une question qui pique, non pas parce que je ne veux pas ces choses, mais parce que je les veux tellement. Pourtant, je n'ai aucune idée de comment les réaliser. Je sais que ces paroles viennent d'un lieu d'amour. Elle a grandi à une époque différente où le mariage et la famille étaient considérés comme les objectifs ultimes d'une femme.
Pour elle, mes réalisations ne signifient pas grand-chose si je n'ai pas ma propre famille avec qui les partager. Pourtant, chaque fois qu'elle en parle, je ressens une vague de culpabilité et de frustration. J'ai passé des années à bâtir ma carrière, à travailler dur pour créer une vie dont je peux être fière. Pourtant, à ses yeux, il manque encore quelque chose, et peut-être qu'elle a raison. Il y a peut-être un vide dans ma vie, mais est-ce quelque chose que je peux combler ou est-ce hors de mon contrôle? Je me demande souvent si elle réalise à quel point ces paroles me pèsent. Je l'entends dans mes moments de calme, sa voix résonne dans mon esprit, me rappelant l'horloge contre laquelle je suis censée courir. Mais que puis-je dire? Que j'ai essayé? Que j'ai peur? Que je ne sais même plus par où commencer? Alors, je souris, balayant ses commentaires avec des réponses vagues comme « bientôt »,« maman » ou « j'y travaille », mais à l'intérieur, je sens la pression monter. J'aime profondément ma mère, mais ces questions me rappellent tout ce que je n'ai pas encore compris, et je ne sais pas comment lui dire que je suis aussi inquiète qu'elle. La vérité est que je ressens aussi la pression. Ce ne sont pas seulement les inquiétudes de ma famille qui me pèsent. Elles sont omniprésentes. La société a cette règle tacite, une chronologie que tout le monde semble suivre. Aujourd'hui, à 34 ans, je suis censée avoir un mari, des enfants et une famille qui m'appartient. C'est comme si ces jalons définissaient le succès, surtout pour une femme. Partout où je vais, les rappels sont là. Lors des mariages, quelqu'un demande toujours « Alors, quand est-ce ton tour ?» Lors des baby showers, les amis sourient et disent « Tu comprendras quand ce sera ton heure ». Même des inconnus me donnent parfois des conseils non sollicités, comme si ma vie personnelle les concernait. Parfois, c'est accablant, comme si je portais ce poids invisible que personne ne voit mais que tout le monde ressent, les regards, les questions, les hypothèses. Tout cela me donne l'impression d'avoir raté une étape ou d'avoir échoué d'une manière ou d'une autre. Et même si je sais au fond de moi que ce n'est pas vrai, il est difficile de ne pas l'intérioriser. J'ai travaillé si dur pour construire une vie dont je peux être fière. J'ai une carrière qui m'épanouit, une maison que je me suis appropriée et des amis qui apportent de la joie dans ma vie. Mais d'une manière ou d'une autre, j'ai l'impression que rien de tout cela n'a d'importance pour le monde si je n'ai pas une bague au doigt ou un enfant dans les bras. Et pourtant, je sais que je ne suis pas seule. Il y a tellement de femmes comme moi, confrontées aux mêmes attentes tacites, essayant de trouver leur propre voie dans un monde qui insiste pour les définir par ce qu'elles n'ont pas. Je m'en souviens lorsque la pression est trop forte, et je garde l'espoir que mon histoire n'est pas encore terminée. Une nuit, je me suis assise sur mon lit, regardant le plafond, cette pensée ne me quittait pas l'esprit. Je veux un bébé. J'attendais qu'un homme entre dans ma vie, mais que se passe-t-il s'il ne le fait jamais? Dois-je renoncer à mon rêve d'être mère? J'ai pris mon téléphone et j'ai commencé mes recherches, mon cœur battant la chamade avec un mélange de peur et d'excitation. Pour la première fois, je me suis permis d'imaginer la possibilité de prendre le contrôle de mon rêve, de le réaliser selon mes propres conditions. Alors que je tapais des phrases telles que « Comment avoir un bébé en tant que femme célibataire ?» un flot d'options est apparu à l'écran, don de sperme, adoption, maternité de substitution. Chaque choix comportait son lot de défis, mais aussi une lueur d'espoir. Le don de sperme a d'abord retenu mon attention. Je pouvais imaginer le processus dans mon esprit, même s'il me semblait si clinique et impersonnel. Pourtant, l'idée que je pouvais créer la vie, même sans partenaire, m'a donné un sentiment d'autonomisation. Puis il y a eu l'adoption, l'idée de donner à un enfant un foyer, une chance d'amour et de stabilité a rempli mon cœur de chaleur. Mais le processus semblait long et compliqué, rempli de paperasse, d'entretien et d'approbation. Puis-je gérer ça toute seule? Et enfin, la maternité de substitution, mettre un enfant au monde avec l'aide d'une autre femme. Cela semblait beau mais compliqué, tant sur le plan émotionnel que financier. Chaque option me donnait l'impression d'entrer dans l'inconnu, mais cela me rappelait aussi que mon rêve n'était pas hors de portée. J'ai passé des heures à parcourir des sites web, à lire des histoires de femmes qui avaient parcouru ce chemin avant moi. Certaines étaient des mères célibataires par choix, courageuses et déterminées à suivre leur cœur. Leurs histoires m'ont inspiré, m'ont fait croire que je pouvais le faire aussi. C'était pour le moins écrasant, tant de décisions à prendre, tant de questions auxquelles je n'avais pas encore de réponse. Mais c'était aussi excitant. Pour la première fois, j'ai vu un chemin devant moi,
un chemin que je pourrais parcourir seule si j'étais assez courageuse. Alors que je regardais l'écran de mon téléphone, une étincelle d'espoir s'est allumée en moi. C'était ma vie, mon voyage et mon rêve, et peut-être, juste peut-être, j'avais le pouvoir de le réaliser. Mais étais-je prête? Puis-je vraiment élever un enfant sans partenaire? Ces questions me hantaient, mais au fond, je savais que je ne pouvais plus ignorer mon désir. Le lendemain, j'ai retrouvé mes 2 amies les plus proches, Zara et Kémy. Nous nous sommes assises dans notre café préféré, sirotant un café et discutant de la vie. Je pense à avoir un bébé, ai-je dit en annonçant la nouvelle. Tous deux me regardèrent avec surprise. Êtes-vous sérieuse? Demanda Zara. Oui, répondis-je. J'en ai marre d'attendre l'homme parfait. Je veux prendre le contrôle de ma vie. Kémy sourit. Esha, si quelqu'un peut faire ça, c'est bien toi. Tu as toujours été si forte. Leur soutien signifiait tout pour moi. Pour la première fois, j'avais l'impression que ce rêve pouvait devenir réalité. Alors que je commençais à planifier, des doutes se sont glissés dans mon esprit. Et si je n'étais pas une bonne mère? Que se passe-t-il si je ne peux pas assumer seule la responsabilité financière et émotionnelle? Un soir, je me suis assise avec un cahier et j'ai écrit toutes mes peurs. Ensuite, j'ai fait une liste de solutions. Si je voulais faire cela, je devais me préparer à tous les défis possibles. J'ai passé des semaines à faire des recherches. J'ai découvert les banques de sperme, les traitements de fertilité et les processus d'adoption. Chaque option avait ses avantages et ses inconvénients, mais j'ai été attirée par l'idée de l'insémination artificielle. Cela me semblait être le chemin le plus simple. J'ai pris rendez-vous avec une clinique de fertilité pour en savoir plus. Entrer dans la clinique pour la première fois était angoissant. La salle d'attente était calme et je ne pouvais m'empêcher de me sentir mal à l'aise. Mais lorsque le médecin m'a accueilli avec un sourire chaleureux, je me suis sentie un peu mieux. Nous avons parlé de mes antécédents médicaux, de mes objectifs et du processus d'insémination artificielle. C'était accablant mais aussi stimulant. L'étape suivante consistait à choisir un donneur de sperme. La clinique m'a donné accès à une base de données avec des profils de donneurs. C'était étrange, presque comme une rencontre en ligne. Je cherchais quelqu'un qui était en bonne santé, intelligent et bienveillant. Après des jours de recherche, j'ai trouvé un donneur qui me semblait parfait. Le jour de l'insémination est arrivé et mes émotions étaient partout. C'était un étrange mélange d'excitation et de nervosité, comme si on était à l'aube d'un nouveau chapitre sans savoir ce qui nous attendait. Je me suis réveillée tôt ce matin-là, incapable de dormir, mon esprit s'emballant en pensant à ce que ce moment pourrait signifier pour mon avenir. Alors que je me préparais, je n'arrêtais pas de me demander, est-ce que cela fonctionnerait vraiment? Étais-je sur le point de faire le premier pas pour devenir enfin mère? Cette pensée m'a rempli d'espoir, mais elle m'a aussi fait peur. Et si ça ne se passait pas comme prévu? Et si mon rêve me glissait entre les doigts? Quand je suis arrivée à la clinique, tout me semblait surréaliste. Le personnel était gentil et professionnel, leur attitude calme m'aidant un peu à me calmer. J'ai franchi les dernières étapes, écoutant leurs explications, hochant la tête, même si mon esprit tournait. C'était ça, je faisais vraiment ça. La procédure elle-même a été étonnamment rapide et indolore. Je m'attendais à quelque chose de plus dramatique, mais c'était fini avant que j'aie eu le temps de l'assimiler. Pourtant, je savais que le véritable défi ne faisait que commencer, l'attente. C'était la partie la plus difficile. Chaque jour qui suivait me semblait être une vie. Je ne pouvais m'empêcher de me demander ce qui se passait en moi, si la vie commençait à prendre forme. Chaque petit pincement ou sensation dans mon corps me faisait me demander, est-ce un signe? Cela pourrait-il déjà se produire? Les 2 semaines suivantes m'ont semblé les plus longues de ma vie. Chaque jour était rempli d'un tourbillon d'émotions, espoir, doute, et tout le reste. Je me suis retrouvée à suranalyser chaque petite sensation dans mon corps, me demandant si c'était un signe. Une petite crampe, une vague de nausée ou même une simple sensation de fatigue, je m'accrochais à chacune d'elles comme si elles détenaient la réponse. En même temps, j'essayais de garder mon enthousiasme sous contrôle. Je me suis dit de ne pas trop y lire, de ne pas laisser mes espoirs trop hauts, juste au cas où. Mais peu importe tous mes efforts, la pensée était toujours là,
murmurant au fond de mon esprit, et si ça marchait? Et si c'était ça? Je restais occupée, consacrant plus d'énergie au travail et me distrayant avec des livres, des films et de longs appels téléphoniques avec des amis, mais rien ne pouvait me distraire complètement de l'attente. Chaque jour qui passait me semblait une petite éternité et chaque nuit, je restais au lit en me demandant si ma vie était sur le point de changer pour toujours. Finalement, l'appel est arrivé. J'avais regardé mon téléphone toute la journée, sursautant à chaque fois qu'il sonnait ou vibrait. Quand j'ai vu le numéro de la clinique clignoter sur l'écran, mon cœur s'est mis à battre si fort que je pouvais l'entendre dans mes oreilles. J'ai décroché le téléphone avec les mains tremblantes, à peine capable de dire bonjour. La peau avant qu'il parle me parut une éternité. Ma poitrine se serra et je retins mon souffle, me préparant à toute nouvelle. À ce moment-là, j'avais l'impression que tout ce que j'avais espéré, tout ce pourquoi j'avais travaillé, dépendait de leur prochain mot. Mademoiselle Echa, commença la voix à l'autre bout du fil, calme et professionnelle. Mais j'arrivais à peine à me concentrer. Mon corps tout entier était à bout de nerfs, chaque nerf attendant, espérant, priant. C'était le moment qui pouvait tout changer. Vous êtes enceinte, dit l'infirmière au téléphone. Je ne pouvais pas y croire. Les larmes coulaient sur mon visage alors que je la remerciais. C'était ça, mon rêve devenait enfin réalité. J'avais hâte d'annoncer la nouvelle à mes amis. J'ai invité Zara et Kémy à dîner ce soir-là. Alors que nous étions assises autour de la table, j'ai laissé échapper « Je suis enceinte ». Leur visage s'illumina de joie. Zara m'a serré fort dans ses bras. « Echa, c'est incroyable ». Kémy a ri et a dit « Je savais que tu pouvais le faire. Tu vas être une maman merveilleuse ». Entendre leur enthousiasme m'a rassurée. Pour la première fois depuis longtemps, j'avais l'impression d'être exactement là où je devais être. Le dire à ma famille était une autre histoire. Je savais que ma mère aurait des sentiments mitigés, alors j'ai décidé d'annoncer la nouvelle en douceur. Quand je lui ai rendu visite un week-end, je l'ai fait asseoir. « Maman, il y a quelque chose que je dois te dire, je suis enceinte. » Ses yeux s'écarquillèrent, hier sous le choc. « Enceinte? Mais comment? Qui est le père? » J'ai pris une profonde inspiration et j'ai tout expliqué, la procédure, ma décision de le faire seule et à quel point je voulais être mère. Elle resta silencieuse pendant un long moment, puis elle dit « Echa, je ne comprends peut-être pas ta décision, mais tu es ma fille. Je te soutiendrai. » La première échographie a été une expérience magique. Voir le petit battement de cœur sur l'écran m'a fait monter les larmes aux yeux. Le médecin m'a remis une copie imprimée de l'image, et je ne pouvais pas m'empêcher de la regarder. C'était réel, mon bébé grandissait en moi. Au fur et à mesure que ma grossesse avançait, je me suis lancée dans les préparatifs. J'ai suivi des cours prénataux, lu des livres sur la parentalité et commencé à créer une crèche. Acheter des vêtements et des jouets pour bébé était une expérience surréaliste. Chaque petite tenue que je choisissais me semblait un pas de plus vers la rencontre avec mon enfant. Tout le monde n'a pas compris ou soutenu ma décision. Certains proches, des personnes que je connaissais depuis des années, ont remis en question mon choix d'avoir un bébé sans mari. Leurs inquiétudes étaient enveloppées de jugement, et cela me piquait chaque fois que je l'entendais. « Echa, tu ne penses pas que l'enfant aura besoin d'un père ?» demandait-il, la voix pleine de doute. Les mots restaient en suspens, lourds de leur critique tacite. Au début, leurs questions m'ont fait me remettre en question. Est-ce que j'ai fait une erreur? Est-ce que j'ai d'une manière ou d'une autre volé à mon enfant quelque chose d'important en choisissant cette voie seule? Les doutes se sont glissés dans mon esprit, tourbillonnant comme des nuages sombres. Je me demandais si j'avais fait le bon choix, si j'étais égoïste. Mais ensuite, je prenais une profonde inspiration et je me rappelais pourquoi je faisais ça. Je ne le faisais pour personne d'autre, je le faisais parce que je voulais être mère. J'avais l'amour, la stabilité et la volonté de fournir un foyer rempli de chaleur et de soins. Mon enfant aurait tout ce dont il avait besoin pour grandir, s'épanouir et se sentir aimé au-delà de toute mesure. Je ne faisais pas ça seule au sens traditionnel du terme. J'avais une famille et des amis qui m'aimaient et me soutenaient même s'ils ne comprenaient pas complètement. J'avais une communauté de personnes qui seraient là pour moi et mon enfant, et cela comptait plus que tout. Leurs paroles font encore parfois mal.
C'était difficile d'écouter des gens qui ne comprenaient pas, qui ne voyaient pas l'amour que j'avais à offrir. Mais au fond, je savais que ce qui comptait le plus était l'amour que je pouvais donner. Mon enfant le saurait, le ressentirait chaque jour, et c'était tout sur quoi je devais me concentrer. L'amour ne consistait pas à avoir une famille parfaite. Il s'agissait de personnes qui se sont présentées et qui se souciaient, qui ont fait l'effort de donner et qui n'ont jamais cessé d'aimer. Et c'était, j'en étais certaine, tout ce qui comptait vraiment. Zara et Kémy m'ont organisé la plus belle baby shower. Mes amis et ma famille se sont réunis pour célébrer ce nouveau chapitre de ma vie. En ouvrant les cadeaux et en riant avec tout le monde, j'ai réalisé à quel point j'avais de la chance d'avoir un système de soutien aussi solide. La grossesse n'a pas été facile. Il y avait des jours où je me sentais épuisée et des nuits où je n'arrivais pas à dormir à cause de maux de dos. Mais chaque fois que je ressentais un petit coup de pied ou un mouvement, je me rappelais la joie qui m'attendait à la fin de ce voyage. Le jour que j'attendais est enfin arrivé. Je me suis réveillée tôt le matin avec une sensation étrange. Vers midi, les contractions avaient commencé. Zara m'a conduit à l'hôpital, et j'ai ressenti un mélange d'excitation et de peur. Après des heures de travail, j'ai enfin entendu le son que j'attendais, le premier cri de mon bébé. Lorsque l'infirmière a placé le petit paquet dans mes bras, j'ai été submergée d'amour. Bienvenue dans le monde, mon petit miracle, murmurai-je. Ramener mon bébé à la maison était une toute nouvelle aventure. Les nuits blanches, les changements de couches sans fin et les tétées constantes sont devenus ma nouvelle réalité. C'était épuisant, mais chaque sourire et chaque roucoulement de mon bébé en valaient la peine. Choisir un nom a été un moment privilégié pour moi. Je voulais quelque chose de significatif. Alors j'ai nommé ma petite fille Zuri, ce qui signifie « belle ». En regardant ses yeux brillants, je savais que le nom était parfait. Être mère célibataire n'a pas été facile, mais cela m'a appris à quel point je pouvais être forte. J'ai appris à jongler entre le travail, la garde des enfants et tout le reste. Il y a eu des jours difficiles, mais le rire de Zuri m'a toujours donné la force de continuer. À mesure que Zuri grandissait, mes rêves aussi. Je voulais lui offrir la meilleure vie possible, alors j'ai travaillé dur pour subvenir à ses besoins. En même temps, je me suis permis de rêver à nouveau. Peut-être qu'un jour je trouverai l'amour, mais pour l'instant, je me concentre sur ma fille. Avec le recul, je n'ai aucun regret. J'ai choisi une voie qui me convenait, même si elle n'était pas conventionnelle. Chaque instant passé avec Zuri me rappelle que l'amour ne consiste pas à trouver le partenaire idéal, mais à créer une vie pleine de joie et de sens. Je n'ai peut-être pas eu de petit ami, mais j'ai quelque chose de bien plus grand, un enfant qui remplit mon cœur de bonheur chaque jour. Avec le recul, je n'ai aucun regret. Le voyage que j'ai parcouru n'a pas toujours été facile et il n'a pas suivi le chemin traditionnel auquel beaucoup s'attendent, mais c'est mon chemin et je suis fière des choix que j'ai faits. Bien sûr, il y a eu des moments où je me suis remise en question, me demandant si je faisais la bonne chose. Mais au fond, j'ai toujours su que c'était ce qui me paraissait bien. Ce n'est pas le chemin que tout le monde a emprunté, mais c'est celui qui m'a conduit là où je suis maintenant. Quand je tiens Zuri dans mes bras, je me rappelle chaque jour que l'amour ne consiste pas à trouver le partenaire idéal. Il s'agit de créer quelque chose de beau, quelque chose de significatif. Aussi peu conventionnel que puisse paraître le voyage, Zuri ne vient pas de la vie que j'avais imaginée autrefois. Mais dans chaque sourire, chaque rire, chaque instant passé avec elle, je vois un amour tout aussi réel et puissant. Je n'ai jamais eu de petit ami, je n'ai jamais marché dans l'allée avec quelqu'un à mes côtés et je n'ai jamais suivi le calendrier auquel les autres s'attendaient. Mais j'ai quelque chose de bien plus grand que tout cela, Zuri, mon précieux enfant. Elle remplit mon cœur d'une manière que les mots ne peuvent même pas décrire. Et chaque jour, elle me montre que l'amour est bien plus que ce que la société nous dit qu'il devrait être. Il y a des moments où je la regarde et ressens cette joie immense, ce profond sentiment de paix. Cela ne peut venir que du fait de savoir que j'ai fait le bon choix pour moi-même. Je n'ai pas besoin d'un partenaire parfait, d'une famille parfaite ou d'une vie parfaite pour être heureuse. Tout ce dont j'ai besoin, c'est de Zuri, ma petite fille qui remplit mon monde de rire et de sens, d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Et là, je trouve ma paix. Je suis exactement là où je suis censée être.